Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une FAQ. Alors, donc petite FAQ aujourd'hui. Je vais faire ça en travaillant, en faisant ce que je fais depuis des jours et des jours parce que j'étais vraiment à sec et là je vais devoir en approvisionner. Donc on va faire ça ensemble. J'aimerais bien vous remonter un peu. Mais alors, chose surprenante, ma perche que j'ai juste achetée, je sais pas où je l'ai mise. Ça commence bien. Je sais pas, j'ai beau regarder autour, là je la vois pas. Donc je sais pas, j'en ai une vieille là mais qui tient pas debout. Sinon je sais pas où je l'ai posée. Je sais pas, donc je vais me débrouiller sans parce que j'ai pas envie de chercher pendant 3 heures. Alors c'est super chelou ce qui se passe ici, il y a plein de vent dehors, mais j'ai des trucs qui tombent dans l'atelier. Là à l'instant je viens d'avoir des sacs qui tombent sans raison. Derrière là j'ai des petits trucs qui sont tombés de mon étagère. Très bizarre ce qui s'est passé. Alors, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Je les ai là à côté de moi. Je les ai mis sur ma tablette pour les voir. Parce que vous êtes sur mon téléphone. Donc j'en ai reçu sous mes vidéos YouTube. J'en ai reçu sur Insta. En message. Voilà. Donc on va y aller. Je vais répondre comme je peux. Autant que je peux. Il y a peut-être des questions auxquelles j'aurais du mal à répondre ou auxquelles je souhaite pas répondre, ça peut arriver aussi. Donc on va voir ça. Je les prends comme ça vient, je les ai pas regroupés par thème ni rien. Et si jamais je me répète ou quoi, bon écoutez, tant pis. Mon organisation depuis que j'ai ma fille. Alors depuis que j'ai ma fille, comment je m'organise? Vous avez peut-être regardé mes vidéos avant quand j'en parlais. Mais bon, on va reprendre le fil. Donc ma fille est née... bientôt il va y avoir 8 ans. Avant ça, je travaillais... tant que mon mari n'était pas à la maison, je travaillais. C'est-à-dire, il faisait pas de télétravail à l'époque. Ça n'existait pas. Et donc il partait le matin et... je sais pas à quelle heure il partait, je sais plus, je me rappelle plus à l'époque. Enfin en tout cas, le soir quand il rentrait... je m'arrêtais pas avant 18-19h, quoi. C'était du non-stop toute la journée. Je travaillais pas le soir, jamais. Je travaille jamais le soir. Et le week-end, c'est comme maintenant. Quand j'avais des ateliers, je travaillais. Et si j'avais un marché, je travaillais aussi. Sinon, je travaille pas, je ne peins pas. Enfin, à l'époque, si, peut-être plus. Peut-être qu'à l'époque, ça débordait sur mon week-end. Je pense que je travaillais un peu le week-end. Je pense. Donc, ce qui a changé depuis que j'ai ma fille, c'est que je me calque sur ses horaires d'école. Je l'emmène à la garderie le matin et le soir pour pas me taper la cohue de la sortie de classe, où on y passe 3/4 d'heure pour les récupérer, repartir, tout ça. Je la laisse une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Ça m'évite d'avoir ce temps-là de perdu, entre guillemets. Que là, à 17h, c'est parfait. Donc, ce qui fait que je l'emmène à 8h30 le matin. Je rentre. Il est moins 20, 9h moins 20 à peu près. Je me mets au boulot. Je fais peut-être une petite pause de une demi-heure, on va dire, à midi. Un peu plus, si j'ai le temps. En cas de rush, ça sera une demi-heure, pas plus, je pense. Et puis je m'arrête pour aller la chercher à 17h, donc à moins 10, je pose tout et je vais la chercher. Parfois j'arrête avant. C'est arrivé plusieurs fois que je m'arrête vers 16h, je me prends une petite heure pour moi. Et... Vraiment cette année, je la fais beaucoup plus cool que les autres années. Parce que j'ai remarqué que ça servait à rien de produire et de bosser. Mes revenus n'augmentent pas si je bosse plus, quoi. Donc j'ai appris ça et j'ai retenu ça. Ensuite, le week-end, alors le mercredi, je travaille, mais pas l'après-midi, pas vraiment. C'est surtout le matin. Souvent, j'ai mes cours le matin. Et sinon, l'après-midi, je fais des choses avec ma fille ou je fais des choses qui ne me demandent pas beaucoup de concentration. Parce que même si elle est autonome, elle joue bien dans sa chambre, tout ça, elle est là quand même. Et donc, elle peut avoir besoin de me parler. Et si ça me coupe tout le temps, je préfère faire des choses qui ne me demandent pas une concentration de ouf. Et puis après, le week-end, c'est comme avant. Si j'ai des ateliers, je travaille. Si j'ai un marché, je travaille. Et si j'ai une permanence, ça s'est ajouté par rapport à ce que j'avais avant, eh bien, je vais travailler. Sachant que les permanences le samedi, c'est pas tous les mois, c'est pas toutes les semaines non plus.
Ça peut être, je sais pas, tous les 2-3 mois. Là, par exemple, j'ai fait un samedi en février, mais j'en aurai pas en mars. Voilà, j'en ai pas eu en janvier, donc c'est pas tous les mois non plus. Et les ateliers, c'est en général un par mois le samedi. Voilà, pour mon organisation, enfin pour mon rythme depuis que ma fille est là. Et les vacances scolaires, j'essaye, si je peux, si ça colle avec mon planning, sur les 2 semaines de vacances, de passer une semaine plus cool, au moins, sur les 2. Par exemple, je vais travailler 2 heures le matin, et puis après, je vais être avec ma fille le reste du temps. Si elle est chez ma mère, là par exemple cette semaine elle est chez ma mère toute la semaine, donc voilà je travaille normalement. Et la semaine prochaine, je passerai mes après-midi avec elle je pense. Voilà, pour l'organisation. Ensuite, de quoi va-t-on parler ? On me demande aussi si on peut faire des prints, si on peut vendre des prints avec le statut d'artiste-auteur. Oui, on peut. C'était pas possible il y a quelques années, mais maintenant on peut tout à fait. Tout ce qui est print, on peut. Ça y est, ils ont enfin fini par comprendre qu'on pouvait ne pas forcément vendre que des originaux pour vivre, qu'accessoirement, vendre des choses à côté, ça pouvait un petit peu nous aider à vivre, quoi. Donc, c'est bon, c'est possible maintenant. Voilà. Alors, il y a Laure qui me demande, Laure, coucou Laure qui est toujours là, Laure qui est fidèle. Laure qui est une bonne cliente et qui est toujours là. Merci Laure. Alors ta question. Chez quel fournisseur imprimes-tu tes cartes postales ? Donc ça fait partie des questions auxquelles j'ai plus envie de répondre. Parce qu'en fait, j'ai passé des heures et des heures et des heures à chercher et j'ai testé plein d'imprimeurs au fil des ans et du coup je me suis fait mon propre avis déjà sur ce que moi je voulais avoir comme résultat et je pense que ça fait partie du boulot aussi de se donner du mal pour chercher ses propres fournisseurs. Ça m'est arrivé moi de choper de l'info auprès d'autres illustrateurs mais pour un format spécial que je galérais à trouver, enfin pas juste pour savoir où elle imprimait ses cartes quoi. Maintenant je distribue plus comme ça mes tuyaux d'imprimeurs ou autres de fournisseurs, j'arrête, j'ai plus envie de le faire. J'espère que vous comprendrez. Autre question de Laure, et quel papier j'utilise pour mes carnets ? Alors ça, je veux bien vous en parler, parce que je crois que je vous en ai déjà parlé en plus. Et puis, sur le marché, il n'y en a pas 12 000 non plus possibles. Moi, j'utilise du Epson Archival Mat, et celui-là, il fait 189 grammes. Et donc, il a un côté, pour ceux qui ont déjà commandé mes carnets ou mes prints, ou mes cartes, non pas mes cartes postales, mes marque-pages, pardon. Vous avez dû le voir, le papier il fait très mat, un peu velouté, avec des couleurs hyper denses. Donc c'est en partie grâce à ce papier-là. Enfin en impression, c'est souvent l'imprimante, certes, est importante, mais une bonne imprimante avec un papier pourri vous fera une impression de merde. Alors qu'une imprimante moyenne avec un excellent papier vous fera une bonne impression, en tout cas. Donc tout ne vient pas que de l'imprimante. Ça souffle, je sais pas si vous l'entendez. J'ai gardé mes volets fermés, c'est pour ça que c'est pas mal sombre. Mais là, j'ouvre pas parce que tout va taper dans tous les sens. Ça souffle encore pas mal aujourd'hui, donc on va rester dans notre grotte, on sera bien. Autre question. Laetitia me demande quelle approche tu as des réseaux sociaux. Bon, je crois que vous avez votre réponse. J'en suis fatiguée des réseaux sociaux. Malheureusement, j'en ai besoin. Mais j'en suis fatiguée. Puis d'ailleurs, je pense que ça se ressent dans tous les posts que je ne fais plus. Parce qu'avant, je postais beaucoup plus. J'étais beaucoup plus active. J'ai un peu lâché la rampe. Je vous avoue, des fois, là, il peut se passer une semaine, voire 15 jours, sans que je poste rien. Et je m'en rends même pas compte. Alors qu'avant, c'était tous les jours, voire 2 fois par jour. Là, je lâche complètement le truc parce que j'ai l'impression d'avoir aucune interaction en face ou très 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 peu. Et pas de retombées quoi. Du coup, ça me fatigue un peu. Donc je m'y investis beaucoup moins qu'avant. Mais bon, du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que vu que je m'y investis moins, je suis moins visible. Et vu que je suis moins visible, je m'y investis moins. On s'en sort pas quoi.
Donc voilà, je passe par des phases de gros ras-le-bol, où je me dis que on serait pas plus mal sans, enfin je serais pas plus mal sans, mais je me dis que quand même, c'est un peu aujourd'hui le seul moyen d'être vu ailleurs que localement, et surtout, et même localement, parce que moi localement, des marchés, j'en fais 1 ou 2 dans l'année, c'est tout. Mes boutiques de créateurs, elles sont pas forcément en Gironde. Donc, malheureusement, je suis quand même obligée d'être ligotée. En fait, c'est ça, je me sens ligotée à Insta. Bah, j'ai eu un peu ce genre de période-là aussi sur YouTube où je laissais complètement tomber pendant des mois. Parce que j'en avais marre de... Bon, je vous l'ai déjà dit plein de fois, hein, mais Studio Vlog, j'étais une des premières illustratrices, si ce n'est pas la première à en proposer des vlogs. Et depuis, ça a poussé comme des champis. Mais moi, ma chaîne, elle a pas vraiment décollé. Alors je sais pas si c'est ma façon de faire qui est trop peut-être brute, enfin j'en sais rien, j'ai jamais mis trop... Je passe du temps au montage, mais c'est pas non plus un montage fifou hein, que je fais, c'est le plus simple possible. Et comme je vous le disais aussi, je pense que moi je suis arrivée là en 2017, j'ai dû commencer à en proposer, je crois, il me semble. Donc si on remonte à 2017, on était peu, voire pas, à en proposer. Et donc depuis 2017, vous voyez, j'ai que 2000 pèlerins, enfin que... Vous êtes 2000, c'est déjà énorme, mais bon, au bout de presque 10 ans, on s'attend à avoir un peu plus, quoi. Surtout quand on voit d'autres chaînes qui se sont montées depuis et qui ont beaucoup plus. Donc est-ce que ça vient de ce que je propose, de ma façon de le proposer? Est-ce que je rentre pas dans les cases? Et ça, c'est un petit peu mon problème, oui, non. Au niveau de mon boulot, je suis jamais vraiment rentrée dans les cases. Donc bon, ça me surprend pas trop que sur YouTube, ça soit un peu la même chose. Hein. Donc je sais pas à quoi ça tient, je ne saurais pas dire. Donc voilà, ça m'a par phase, ça me blase. C'est ça. Puis d'autres fois, je me dis bon après, qu'est-ce qui est le plus important? Avoir plein d'abonnés puis finalement pas vivre de son activité et être obligé de se retourner au salariat comme la plupart, ou comme pas mal en tout cas, ou avoir moins d'abonnés mais vivre de son travail. Hein, voilà, donc moi je pense à ça à chaque fois que j'ai une baisse de régime au niveau des réseaux sociaux. Je me rappelle que c'est pas le nombre de likes, le nombre d'abonnés, tout ça, qui remplit mon compte en banque à la fin du mois et qui paye mes charges à la fin du mois. Voilà, je pense à ça moi surtout. Ensuite, Laetitia me demande aussi, est-ce que je trouve que vendre en boutique est suffisamment rentable? Alors en boutique, j'imagine qu'elle parle de boutiques physiques, de mes points de vente. Alors, il y a tout et rien. Il y a des boutiques... bon, en gros, dans l'ensemble, une seule boutique ne me fera pas vivre. Enfin, on est d'accord, il faut multiplier ses points de vente. Enfin, moi, en tout cas, dans mon domaine à moi. Dans d'autres, je sais pas, par exemple, celles qui font que des bijoux ou quoi, peut-être que 2-3 points de vente, ça leur suffit, parce qu'elles vendent tellement ces filles-là dans un point de vente que peut-être que ça leur suffit. Moi, il faut que je multiplie, parce que dans chaque point de vente, je gagne peu. Alors, je vais être transparente sur les chiffres. Hein. Je vais essayer de vous donner une espèce d'ordre d'idée, quoi. Il y a des points de vente, ceux chez qui je considère faire un bid, c'est quand j'atteins pas la centaine d'euros par mois. Ça paraît peu, hein, mais c'est pour certains points de vente, c'est le summum de ce qu'on peut espérer. Il y en a d'autres qui tournent hors période de fête, décembre, fête des mères, tout ça, avec lesquels je tourne à entre 3 et 400 par mois. Donc celles-là, c'est les meilleures pour moi. Ce qui peut paraître beaucoup pour certaines, mais très 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 peu pour d'autres. On a chacun, comme je vous expliquais, selon notre activité, Moi, j'ai appris que dans mon domaine à moi, gagner ça dans une boutique, c'est génial. Voilà, c'est pour ça que je les multiplie et que je tourne avec une dizaine de points de vente constamment depuis 15 ans. Voilà, c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Mais sur tous ces points de vente, tous ne me génèrent pas 300 ou 400 euros de chiffre d'affaires par mois. Imaginez, ça serait jackpot, sinon je ferais que ça, quoi. Je m'inquiéterais pas de vendre ailleurs ou
de chercher des revenus d'une autre façon. Je fournirais mes 10 points de vente et puis c'est tout. J'aurais un CA de 3 à 4 000. Moi, honnêtement, ça me va. Hein. Mais non, parce qu'il y en a à côté de ça chez qui je récupère très peu. Il y en a chez qui, dans le mois, il va se vendre qu'une seule paire de boucles d'oreilles, alors qu'ailleurs, je vais en vendre une quinzaine. Selon où est situé le point de vente, selon ce qu'il y a dans cette boutique-là aussi, selon l'énergie de la personne qui gère la boutique, si c'est un collectif ou pas. Qui dit collectif, c'est un peu piégeux aussi, parce que quand chacune fait sa permanence, elle a tendance à tirer un peu la couverture à elle. Pas toutes, mais il y en a, on le sent. Et voilà, tout dépend, l'énergie qui investit la gérante. C'est un peu pour ça que je refuse de payer des loyers aussi. Et qui fait que, qui dit pas de loyer, ce qui fait que la gérante est obligée de se motiver à vendre pour, elle, gagner sa vie. Alors que quand il y a un loyer, moi je me méfie un peu de ce système-là, comme je vous en parlais dans le vlog précédent ou d'avant, je sais plus. Quand il y a un loyer, j'ai toujours un peu peur que la personne se repose là-dessus pour payer son loyer, ses charges, et du coup mettre moins de cœur à l'ouvrage pour vendre. Voilà. Donc j'ai des boutiques, je me mélange un peu, hein, mais en gros, donc j'ai des boutiques avec lesquelles je tourne à 300-400, et puis qui vont plafonner, je sais pas moi, à 1000 et quelques période de Noël, 700, et le reste de l'année, ouais, elles sont entre 300 400, bon les pires mois, ça sera 200 par exemple. Donc ces points de vente-là, je les garde, ils sont cool, je les garde très bien. Puis il y en a d'autres à côté de ça, ça va être une trentaine d'euros. Et quand c'est comme ça, je reste quelques mois et puis je dis que j'arrête, ou alors je demande à ce qu'on change un peu la façon de faire, ou enfin, qu'on revoie les choses, quoi. Et sinon, les autres sont autour de 100-150, à peu près. Quand ça marche pas, j'insiste pendant quelques mois quand même, selon la période de l'année à laquelle je suis arrivée dans la boutique. Si je suis arrivée... bon là, par exemple, les points de vente avec lesquels je commence, bon, on commence en plein mois de février. Je vais pas leur en tenir rigueur si ces premiers mois-là font un bide. En plein mois de février, c'est là où on vend le moins. Donc j'attendrai de voir... En général, moi je me dis que sur une boutique, il faut y rester 1 an pour vraiment voir toutes les périodes de l'année. Et au bout d'1 an, je me fais un avis et je dis si je continue ou pas. Souvent, c'est ce que je fais. Alors, il y en a, au bout d'1 an, ça s'est arrêté. Et d'autres, ça fait depuis, pour les plus anciennes, 8 ans, presque. Voilà, donc c'est pas rentable, mais c'est une petite goutte, une petite pierre à l'édifice qui fait qu'à la fin du mois, j'ai un chiffre d'affaires que moi j'estime correct. Et là encore, tout est relatif. Ce que moi j'estime correct ne sera pas correct pour quelqu'un d'autre ou paraîtra énorme à une autre personne. On en revient toujours au même. Voilà. Et ce qui fait qu'aussi d'avoir ces points de vente physiques, ça fait que je me formalise pas trop si sur Etsy ça vend pas des masses. Parce que sur Etsy c'est de pire en pire. On est noyé dans les trucs pas fait main du tout, mais qui se font passer pour du fait main. On est noyé dans la masse et voilà, je compte pas sur Etsy pour vivre, quoi. Etsy, c'est un petit plus. Alors, autre question. Donc, est-ce que j'ai des routines bien définies dans ma journée ? Alors, comme je vous disais, j'emmène ma fille. Enfin, j'emmène ma fille quand c'est à mon tour de l'emmener. Mon mari fait 2 jours de télétravail dans la semaine. Donc quand il est en télétravail, il l'emmène le matin. Il va pas forcément la chercher le soir parce que lui, il n'arrête pas aussitôt. Mais donc en général, à 8h30, 45, je suis au travail. Je m'y mets. Le matin, en général, si j'ai des mails, des factures, des choses comme ça, je m'en occupe le matin. Comme ça sort de ma tête et c'est fait. Et puis après, je fais ce que j'ai à faire selon les tâches que je me suis listées. J'ai pas vraiment de routine ou quoi. Non, c'est un peu au feeling et selon ce que j'ai envie de faire parmi la liste de tous les trucs que j'ai à faire. Donc du coup, comment je m'organise pour savoir ce que j'ai à faire et pas oublier les choses que j'ai à faire ? Tout bêtement, j'ai des cahiers
cahiers vierges, hein, enfin des trucs, des cahiers ou des carnets A5, dans lesquels bah, j'écris, en haut de la page, ce sera la semaine du temps au temps février. Et puis en dessous, bah, pour chaque jour, je me note les tâches que j'aimerais bien faire. Quand je suis bien chargée, vraiment, je liste le dimanche, j'essaie de me lister tout ce que j'ai à faire. En fait, je me fais une liste de tout ce que j'ai à faire, après je dispatche mes tâches sur les jours disponibles que j'ai dans la semaine pour faire tout ça. Là, bah, par exemple, les périodes, là, comme en ce moment, où j'ai du boulot, mais je suis pas non plus noyée, bah, pareil, j'ai ma petite liste, et je me les dispatche pas forcément dans les jours de la semaine, je pioche dedans, au jour le jour. Histoire qu'à la fin de la semaine, j'ai fait pas mal de choses, mais sans trop être carré, quoi. Alors, avant, je me prévoyais moult tâches, et on le sait, plus on en prévoit, plus c'est frustrant quand on n'arrive pas à toutes les boucler dans la journée. Donc maintenant, je m'en prévois moins, ce qui fait que j'en renvoie de moins en moins au lendemain. Donc c'est un peu plus satisfaisant, mais du coup, mes listes sont plus courtes. Et peut-être que je suis aussi plus rapide pour faire ça, certaines tâches. Je sais pas, je dis ça comme ça, en fait, j'ai pas d'exemple là sous les yeux. Et donc voilà, je fais les tâches qui m'inspirent dans la journée, même celles qui m'inspirent un peu moins, parce qu'il faut pas se leurrer, ça reste un travail, hein. Il y a des choses qui nous éclatent pas, ou alors des trucs qui pourraient nous éclater en temps normal, mais là on n'a vraiment pas envie, parce que, pas comme là, mes Frida, je vous avoue, d'en bouffer comme ça, puis c'est long, hein, vous voyez là, depuis le temps que je vous parle, j'ai que dessiné ces deux-là, hein. Donc c'est long. Donc vous comprenez pourquoi mes petites boucles sont à 28. C'est pas imprimé. Voilà. Alors ensuite, des astuces pour gérer mon temps. Est-ce que j'ai des astuces pour gérer mon temps? Pas vraiment. Alors savoir faire une pause quand il y a besoin. Parce que moi j'ai remarqué, si je tire trop dans ma journée, par exemple, si à 15-16 heures je suis écœurée de peindre, parce que des fois c'est ça, c'est même plus de la fatigue, c'est... je suis écœurée du geste, je peux plus, quoi. Et donc quand c'est comme ça, soit je vais faire de la paperasse ou du montage de mon vlog en cours, ou répondre à des mails qui me restent comme ça, ou faire un peu de com ou quoi, mais j'arrête de peindre. En fait, je m'écoute là-dessus, parce que sinon je m'énerve sur ce que je peins, et je finis par faire de la merde. Ça, c'est systématique. Donc maintenant que je le sais, je force plus. Je sais que de toute façon, hormis peindre, j'ai 12 000 choses à faire. Donc, je m'écoute un peu plus. Et pareil, si je suis vraiment trop fatiguée ou si j'ai pas envie et que j'ai envie d'arrêter plus tôt ce jour-là, bah, je le fais. Parce que hormis les vacances scolaires, j'ai pas de vacances, je me pose pas de vacances, quoi. Et encore, c'est pas toutes les vacances scolaires. Parce que comme je vous dis, même pendant les vacances scolaires, je travaille quand même, je largue pas non plus, à part en été, et quand on part. Sinon, si je suis à la maison pendant les vacances scolaires, je fais forcément quelque chose, c'est obligé. Donc, quand j'ai envie de me reposer, je me repose. En essayant de pas trop culpabiliser. En fait, il faut se dire que chaque moment où vous vous reposez, au moment où vous en avez besoin, hein, si après c'est juste de la fainéantise et un manque d'autodiscipline, bon bah là, je suis pas sûre que ce soit très efficace. Mais si vous vous reposez au moment où vous en ressentez le besoin, c'est de l'efficacité gagnée sur le moment où vous y remettrez. Parce que pousser le truc, on finit par plus être efficace, quoi. Et moi, ça, je l'ai remarqué depuis que ma fille est née, c'est que mes journées sont plus courtes qu'avant, mais je suis bien plus efficace. Et je gagne mieux ma vie depuis qu'elle est née. Parce que déjà, je vais un peu plus à l'essentiel, tous les petits projets, tout ça qui me faisaient plus perdre de temps qu'autre chose et qui me rapportaient pas des masses, bon, je les ai enlevés, déjà. Et je perds plus de temps à rester dans des trucs qui me rémunèrent pas, ou, par exemple des boutiques qui me rémunèrent, chez qui je vends pas assez, je m'éternise pas, quoi. J'attends de voir si ça évolue, mais si ça évolue pas ou pas dans le bon sens, j'ai pas de scrupule à dire bon on arrête là, hein. Vraiment en fait c'est ça qu'il faut se dire, personne gérera le truc à votre place, donc forcément c'est à vous d'être ferme, quoi, savoir ce que vous voulez, comment vous le voulez, personne ne le fera pour vous, on est tout seul à bord, donc il faut s'écouter.
Ensuite, autre question. Alors, quels outils utilises-tu le plus souvent pour t'organiser? Bon, bah, c'est ce que je vous disais, j'utilise pas d'outils comme Notion, tout ça, là. Moi, je suis à l'ancienne, j'ai mon cahier et mon stylo et je note ce que j'ai à faire et je raye au fur et à mesure. Rien de plus. Vraiment. Donc, non, bah, je n'utilise pas d'outils. Je suis pas du tout... j'aime pas. Ça me parle pas et j'ai pas non plus une structure qui demande ça. Enfin, j'en ai pas besoin, quoi. J'ai pas... C'est assez structuré comme ça. J'ai que moi toute seule, donc j'ai pas de tâches à déléguer ou quoi ou qu'est-ce. Donc moi avec moi-même, mon carnet, mon stylo, on est bien. On gère bien, ça va bien. Comment je gère les imprévus dans mon quotidien? Alors des imprévus, on en a tout le temps. Ça peut aller du petit imprévu au gros imprévu. Par exemple, je sais pas moi, à l'époque où j'imprimais en cascade là, tous mes calendriers et que mon imprimante tournait du matin au soir et que, par exemple, le matin à 8h37, mon imprimante elle décide qu'elle veut plus imprimer. Ou l'autre jour, par exemple, je sais pas pourquoi, elle voulait plus imprimer le rouge. Le rouge ressortait marron. C'était pas prévu, donc c'est un imprévu qui m'a un peu gonflé sur le coup, j'ai bidouillé mon imprimante, tout ça, mais au final j'ai perdu une bonne grosse heure à trouver la solution. Ça c'est un petit imprévu, mais c'est comme dans tout travail, tout file pas toujours tout droit. Donc quand c'est comme ça m'énerve sur le moment, mais une fois que la solution est trouvée, on se remet sur les rails et puis c'est bon. Mais après il y a les autres imprévus plus costauds, genre je sais pas moi, soucis de santé ou... je repense à mon opération d'il y a 2 ans et demi, presque. Là, c'était un méga imprévu qui m'a mis en pause pendant des mois. Et c'était un peu plus l'angoisse, je vous l'avoue. Mais c'est pareil, c'est comme dans tout métier. Quand on est malade, on s'arrête. Et voilà, j'étais malade, je me suis arrêtée, j'ai eu un arrêt maladie, tout ça. Et là où c'est un peu plus... Là où c'est moins confortable pour nous quand on a notre compte, c'est que pendant ce temps-là, on se fait un peu oublier, forcément. C'est comme quand j'avais mon congé mat. Alors, on se fait un peu oublier dans ces moments-là, donc on ne sait pas quand on va revenir si on va retrouver les choses comme elles étaient avant, ou si on s'est fait oublier, quoi. C'est surtout ça. Ce genre d'imprévus-là sont un peu plus angoissants. Et les imprévus techniques, on trouve la solution et ça se règle. On perd du temps, mais c'est pas très grave, quoi. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? On en revient toujours un peu au même, mais comment priorises-tu tes tâches quand tu as beaucoup de choses à faire? Je vais du plus urgent, du plus important au moins urgent. Tout bêtement. Si j'ai un mail urgent envoyé, ça va être ce que je vais faire à 8h30 le matin. Voilà, c'est juste ça. Pareil, dans ce que je produis, je vais par exemple commencer par le plus urgent dans ma journée et puis je vais faire sûrement une petite pause pour aller faire autre chose. Mais ça restera toujours dans les tâches à accomplir en premier, quoi. En fait, c'est ça, moi je priorise les choses comme ça, le degré d'urgence, mixé avec la motivation à le faire. Alors, comment fais-tu pour rester motivé quand tu as une grosse charge de travail? Justement, quand j'ai une charge de travail, ça me motive plus. Là, les périodes comme maintenant, là, je suis pas hyper motivée parce que je sais que j'ai le temps pour faire les choses et que personne m'attend demain sur un truc précis. Donc, j'y vais cool, limite un peu trop cool, pensant que j'ai plein de temps. Et puis, dans les 15 derniers jours, je vais me dire « Ah merde, mais il me reste que 15 jours !» Et là, je vais cravacher un peu plus. Pourtant, je déteste faire les choses au dernier moment, mais je me laisse prendre par les moments mous, où vraiment je profite des moments mous. Ce qui est bien aussi, hein, parce que si j'en profite pas quand ils sont là, Et par exemple, rester motivé sur un travail à long terme, par exemple sur un livre, qui me demande entre 1 mois et demi, 2 mois de travail. Je parle de ça à la découverte du texte jusqu'au moment où moi, mes illustrations sont validées. Donc découverte du texte, croquis, validation des croquis, dessin des planches, peinture des planches, tout ça. Ça peut me prendre des fois jusqu'à 2 mois. J'ai essayé de réduire à 1 mois, mais c'est pas toujours possible. Moi, je vous parle de ça, j'en fais plus de livres, donc en même temps.
J'en fais plus, pas parce que je veux pas en faire, c'est parce que je n'ai jamais retrouvé d'autres contrats depuis 2021. J'ai l'impression d'être ghostée là-dedans. Et donc, comment je faisais pour garder cette motivation-là? J'avais pas le choix, déjà, parce que j'avais, comme je vous dis, une deadline, quoi, qui n'est pas extensible du tout, parce qu'on a un calendrier à respecter dans l'édition. J'ai jamais eu de retard sur mes bouquins, ou alors si j'avais du retard, c'était dû à l'éditeur qui mettait 3 siècles à répondre à mes questions, et du coup, je perdais du temps à ce moment-là. Ça arrivait par exemple pour le bouquin que j'ai fait avec l'Arménie, j'avais un éditeur arménien qui était très très cool, pas chiant du tout, mais hyper long pour répondre, et donc du coup à un moment je leur ai dit mais désolé mais vos délais je vais pas pouvoir les tenir parce que vous mettez 3 semaines à me répondre, à valider un truc, une question que je vous pose ou un croquis ou quoi, l'album peut pas être prêt dans un mois, c'est pas possible. Ça va pas passer. Et donc du coup, ils ont été très compréhensifs et ils ont repoussé mon délai. Ils m'ont dit mais pas de soucis, tu finis quand tu veux. Vraiment pas chiant, hein, mais du coup ça a pris du retard parce que pas réactif quoi. La plus grosse erreur d'organisation que j'ai appris à éviter au fil du temps. Bonne question. J'ai l'impression de fonctionner toujours pareil depuis des années, mais peut-être pas. Peut-être que j'ai changé des choses. Si, ce que je vous disais, c'est qu'avant, je me prévoyais beaucoup de tâches par jour, et je me disais, au pire, celles qui sont pas faites, hop, je les bascule sur le lendemain. Sauf que c'était un peu anxiogène, cette façon de faire. J'avais toujours l'impression de courir après les choses pas faites, quoi. Alors que maintenant, déjà, je m'accorde plus de temps pour faire les choses. Avant, quand on me demandait un stock pour une boutique, je disais ouais, la semaine prochaine c'est bon. Je m'embarquais dans des délais tenables, hein, mais en respirant à peine, quoi. Maintenant, non. J'y vais un peu plus... Je dis bon, écoute, ça sera dans quelques semaines. Je m'avance pas. Et d'un coup, c'est plus serein, quoi. Il faut que j'arrive à trouver des nouvelles combinaisons de couleurs. J'ai l'impression de retomber toujours dans la même chose. Mais sinon, à part cette erreur, entre guillemets, je vois pas. Non, je vois pas. J'ai rien changé vraiment drastiquement depuis 15 ans. Hein. Je fais toujours un peu les mêmes choses. Alors, c'est pas forcément une erreur d'organisation, c'est plus peut-être de tempérament, j'en sais rien. Avant, c'est vrai que les mails qui me chauffaient un peu, j'avais tendance à répondre du tac au tac et à pas prendre du recul, quoi. Maintenant, je reçois le truc, ça m'énerve, je laisse passer, et puis après, je réponds plus sereinement. Mais ça, c'est la vieillesse, c'est la sagesse. C'est pas vraiment l'organisation. Ah oui, comment je célèbre mes petites victoires au quotidien ? Je réfléchis. C'est surtout que je m'autorisais à prendre du temps si mon mois se passe bien. Si je vends pas mal, si j'ai des contrats ou des ateliers signés et que ça me génère des revenus et que du coup je peux souffler un peu, j'en profite pour prendre du temps. C'est comme ça que je me récompense. Et quand je dis prendre du temps, c'est du temps pour lire, du temps pour lire en journée, du temps pour aller me promener, je sais pas moi, je sais pas où, hein. Du temps pour faire des puzzles, du temps pour être avec ma fille au lieu de bosser le mercredi, par exemple. Et sinon, comment je célèbre ça ? Je sais pas, je m'en rends pas compte de comment je célèbre ça. Je vais annoncer le truc à mon mari, par exemple, et lui dire que c'est cool. J'apprécie le truc, quoi. Et ça, j'essaye de le faire de plus en plus. Pour éviter de m'arrêter sur les choses reloues et m'arrêter un peu plus sur les choses positives. Donc quand, par exemple, je rumine sur un truc, je sais pas moi, je vous en ai déjà parlé, par exemple, je sais pas, admettons, je vais faire une permanence chez les Pépites et dans la journée, je vois que je vends que des bijoux qu'on peut trouver un peu partout. Et où je rumine, je me dis, oh, les gens, ils comprennent rien, machin. Je suis dans ce mood-là, j'arrête. Parce que des fois, ça arrivait, je faisais des perles, j'étais vraiment pas au bord des larmes, mais pas loin, parce que c'était la frustration, quoi. C'était hyper frustrant.
Et maintenant, je vous en ai déjà parlé de ça, maintenant j'ai appris à prendre du recul et à me dire, attends, toi peut-être que là, maintenant, aujourd'hui, tu vends pas, si tu regardes ton chiffre du mois, t'es pas la moins bien placée dans la boutique, loin de là. Et surtout, toi, les revenus de cette boutique-là, c'est à peine 1/10 de tes revenus. Donc on remet les choses à leur place. À côté de ça, tu as les ateliers, tu as tes ventes dans les autres boutiques, tu as Etsy, tu as les interventions dans les écoles, dans les bibliothèques. Tout ça cumulé, il ne faut pas l'oublier. Donc ma vie ne se résume pas à un point de vente, un truc qui ne se vend pas. C'est ça qu'il faut retenir. Je pense que je vous en avais déjà parlé de ça. Et donc ça, du coup, ça me fait relativiser et ça me fait du coup apprécier les choses qui marchent. Et que quand il y a un truc qui ne marche pas, ça me blase, hein, sur le moment, ça m'énerve. Mais hop, je remets en perspective, je me dis, attends, t'as l'édition, t'as tout ça à côté, que la personne qui vend des bijoux beaucoup aujourd'hui, tout ce qui est édition, tout ce qui est atelier, tout ce qui est intervention dans les écoles, elle n'a pas tout ça, sauf que c'est ça qui est le plus rémunérateur chez moi. Donc voilà, on gagne pas notre vie tous de la même façon, et donc ce qu'on voit super bien marcher chez quelqu'un, et qui marche moins bien chez nous, c'est pas pour autant qu'on est un gros raté. C'est juste que nous, nos billes, on les a placées aussi ailleurs, et elles sont peut-être autant, voire plus génératrices de revenus, ces billes-là, que celles de la créatrice qui vend beaucoup de bijoux sur cet instant T. Et ça, alors c'est dur, hein, en phase de grosses blasitudes intenses, c'est dur de se le garder en tête, mais moi j'essaie de le faire à chaque fois, et ça me rassure. C'est ça en fait. Ça me permet de couper court aux espèces de négativité ambiante, là, et je peux tomber très facilement dedans. Moi je suis quelqu'un de... Peut-être que vous le ressentez, j'en sais rien, mais j'ai tendance à beaucoup ruminer. Beaucoup, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Voilà, ressasser un peu toujours les mêmes choses et parfois en vouloir à la terre entière pour pas grand-chose, quoi. Ça, c'est un peu mon tempérament qui est comme ça. Ah oui, est-ce que tu as un espace de travail particulier qui t'aide à rester efficace? Ah, ça c'est une bonne question. Alors vous avez vu que dans mon atelier, je navigue. Donc là, je suis ici sur ma table mobile, là, qui monte, qui descend. Ici, avant, c'était ma table d'emballage où je faisais mes colis. C'est un espace propre où je pouvais faire mes colis ou appliquer la dorure sur mes prints, par exemple, ou faire ma découpe de carnet. Vraiment, c'était un espace propre, sans peinture. Aujourd'hui, maintenant que j'ai cette table-là, j'y fais aussi mes dessins de boucles pour pouvoir être debout quand je les fais. Bon, là, je suis assise, mais je vais me lever dans la journée, un moment, il faudra, histoire de ne pas être trop sédentaire. Sinon, j'ai ma grande table au milieu où je peins et où je fais tous les trucs un peu cracra. C'est pour ça qu'il y a tout mon bordel ici. J'ai maintenant ma zone de découpe, n'est plus là-dessus parce que cette table n'est pas assez stable. Donc j'ai gardé ma table qui était ici, mais je l'ai mise là-bas, ce qui fait que mon spot découpe avec mon massicot, mon agrafeuse, tout ça pour faire mes carnets est là-bas. Et j'ai mon bureau avec mon ordinateur dans la pièce à côté. Je sais que j'ai une chance énorme d'avoir tout cet espace-là et de pouvoir jongler. Là, par exemple, si je veux arrêter de faire mes boucles, j'arrête, je laisse tout en plan. Si je vais revenir cet après, mais je vais faire autre chose sur ma table. Et ça, c'est un luxe de fou de ne pas avoir à tout ranger, d'avoir mon atelier dédié avec tous ces espaces de travail. J'en suis très consciente que c'est une chance de malade que j'ai. Alors certes, on a travaillé pour l'avoir, cette chance. Donc, c'est pas non plus tombé du ciel, mais j'en suis consciente que tout le monde n'a pas forcément cet espace-là et peut se sentir frustré. C'était mon cas avant d'avoir mon atelier. J'étais là, je bouillonnais, je sentais que je pouvais pas faire tout ce que je voulais et ça me frustrait pas mal. Donc moi, c'est ça. C'est pas vraiment une astuce, mais c'est ma façon de faire en tout cas. Et donc ça m'aide à rester efficace, justement. C'était ça la question. L'espace de travail qui me permet de rester efficace, là c'est ça, c'est le fait de ne pas avoir à ranger systématiquement à chaque fois que je fais un truc. Ça me permet de pouvoir me mettre... allez, si j'ai que 20 minutes devant moi, bon bah je vais me faire 20 minutes de dessin de boucle par exemple, ou 20 minutes de résine. Et voilà, je fais pas ça sur un coin de table dans mon salon. De toute façon, j'aurais pas l'activité que j'ai si j'avais
un coin de table dans mon salon. Tiens, d'ailleurs, ça m'amène moi-même à un autre truc à vous raconter. À partir de quand mon activité a pris un gros essor, et ben c'est à partir de 2014, quand j'ai eu cet atelier-là. Ça fait 10 ans que j'ai eu cet atelier-là. On est arrivé dans la maison en 2012. C'est ça fait 13 ans tout pile, c'était le 12 février. Ah, bah écoutez, on est le 12, et ben voilà, bah écoutez, ça fait pile poil 13 ans qu'on est arrivé dans cette maison. On a fait notre déménagement, tout pile. Et à l'époque, cet atelier-là, c'était un grenier, même pas accessible par la maison, ni par l'extérieur, ni rien, c'était juste un grenier au-dessus du garage. Donc moi, mon activité a pris un essor à partir du moment où j'ai mis les pieds ici. Parce qu'avant, j'étais dans une chambre de la maison. Et j'étais hyper limitée dans ce que je pouvais faire. Alors certes, j'avais 2 bureaux l'un à côté de l'autre, et puis pareil, que j'avais un bureau propre, entre guillemets, et un bureau plus cracra, mais c'est tout. J'avais tout dans la même pièce, c'était infernal, c'était un bordel pas possible, et j'étouffais là-dedans. Donc j'ai vu un avant, un après. Donc je suis très consciente qu'un espace de travail pas adapté peut empêcher d'évoluer. Ça, je le conçois tout à fait. Parce que je l'ai connu. Et je sais très très bien que ça, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et que je comprends que ça peut frustrer, agacer, et sentir qu'on n'est pas au top de ses capacités si l'espace de travail n'est pas là, quoi. Bon, je reviens. Là, je me suis rendu compte que j'avais oublié une question. J'en ai loupé une, et pourtant elle était vachement intéressante, donc c'est dommage de la louper. Dans le vlog dernier, je vous parlais de mes droits d'auteur. Enfin, je regardais des droits d'auteur qui étaient tombés. Et à un moment, j'ai dit la phrase « je les reçois tous en même temps », en parlant de mes droits d'auteur. Et pour moi, ça va rester évident. Et en fait, pas du tout. Du coup, on me demande... alors, je vous relis la phrase. J'ai une question qui m'interroge sur ce dernier vlog, justement. Tu parles des droits d'auteur, que ces derniers tombent tous en même temps depuis 2014. Peux-tu rentrer un peu plus dans les détails? Je pensais, peut-être bêtement, que les droits tombaient chaque année. Et sans indiscrétion, te permettent-ils de te faire vivre? J'ai cru comprendre que le pourcentage n'était pas très élevé. Alors... on va reprendre. Donc oui, mes droits d'auteur tombent bien tous les ans pour les droits de l'année passée. À chaque début d'année, pour les éditeurs honnêtes et scrupuleux, ce qui n'est pas le cas de tous, parce que parmi mes livres, il y en a plein qui ne m'ont jamais envoyé de relevé de droits d'auteur. On ne citera pas de nom, mais je pourrais vous en lister, parce que bon, au moins ça montrerait un peu leur malhonnêteté. Ceux qui sont honnêtes me disent les livres qui ont été vendus sur l'année écoulée. Donc là, les droits d'auteur dont je parlais, c'est les droits d'auteur sur tous les livres qui sont sortis dans cette maison d'édition et qui ont été vendus en 2025. Parce que tous ces livres-là, même s'ils sont sortis depuis 10 ans, ils continuent de se vendre. Parce que c'est pas des albums jeunesse. En fait, les albums jeunesse, pour être honnête, on dit souvent que la durée de vie d'un album, c'est grand max 2 ans. Et ça va de pire en pire parce qu'il y a de plus en plus de production. Souvent, au bout d'un certain temps, on n'a plus de droits d'auteur. Ceux-là, comme c'est des livres d'art, ils continuent de se vendre 10 ans après. Et ça, c'est très cool. Ce qui fait que je touche toujours des droits d'auteur de cet éditeur-là 10 ans après. Même le livre qui est sorti en premier en 2014 continue de se vendre. Et sur 2025, il y en a eu autant de vendus de celui-là que de ceux sortis plus tard. Voilà, pour être plus précise. Donc quand je disais je les reçois tous en même temps, c'était tous mes livres. Mais pour l'année 2025, pas pour tous les droits depuis 2014. Enfin, quand même, parce qu'alors là, ça serait ingérable. Pour revenir aux éditeurs qui ne me les envoient pas, alors, certains éditeurs me les envoient pas pour la simple et bonne raison qu'ils ne me doivent pas d'argent. Mais normalement, même s'ils me doivent pas d'argent, ils sont censés légalement me tenir au courant du nombre d'exemplaires vendus chaque année. Légalement, c'est une obligation, le contrat a été signé comme ça. Mais bon, les éditeurs, les contrats, vous savez bien, enfin vous savez pas, mais enfin je vous l'apprends. Admettons, nous on ne respecte pas le contrat, on nous allume, alors les éditeurs ne respectent pas, j'ai envie de vous dire, tout le monde s'en fout. Voilà. Donc il y en a, j'ai arrêté de bosser avec eux parce que... Voilà, moi j'aime bien quand c'est carré, quand c'est honnête et quand tout le monde respecte tout le monde.
Les autres, eh ben, écoutez, ils font leur vie sans moi et moi sans eux et tout va bien. Ça, c'est ceux qui potentiellement me devraient peut-être des sous, mais j'en sais rien vu que je sais pas le nombre d'exemplaires qu'ils ont vendus. Il y en a d'autres, j'ai été payée... Alors, on va reprendre depuis le début. Quand on a un contrat d'édition, en tout cas dans l'édition jeunesse, et souvent c'est comme ça que ça se passe, on a des droits d'auteur. Donc en jeunesse, c'est allé de... C'est très ridicule. Hein. En jeunesse, ça va de... j'ai eu du 3, du 4% sur un livre. Parce que normalement c'est 8% max, mais elle se divisait entre l'auteur et l'illustrateur. Donc forcément on arrive à 3 ou 4. Voilà. Donc autant vous dire que sur un bouquin à 10-15 €, non, on n'en vit pas. Donc quand on signe un contrat, on a donc un montant de droits d'auteur, un pourcentage de droits d'auteur qui est fixé sur la vente des livres. Mais on peut demander, et moi je le demandais systématiquement, je bossais jamais sans, à avoir une avance sur droit, c'est-à-dire que l'éditeur va me donner une somme fixe à la réalisation des planches, et cette somme-là va être petit à petit remboursée par toutes les ventes qui vont se faire. Une fois que toutes les ventes auront remboursé cette avance-là, là je commencerai à toucher des droits d'auteur, à toucher mon petit pourcentage sur chaque livre. Mais au moins, moi, ça me fait, et moi et plein d'autres, hein, on est plein à refuser de bosser sans avaloir, parce qu'on estime que c'est un peu le même principe que les loyers en boutique, en fait. On estime que le risque que le bouquin ne se vende pas, c'est pas notre problème. Nous, on a fait notre travail, après, c'est à l'éditeur de faire la promo, la diffusion auprès des diffuseurs, tout ça. Ça, c'est leur partie. Nous, on illustre, donc on doit être payé pour l'illustration. Que le livre se vende ou pas. On est plein à estimer ça comme ça. Et donc, une fois que l'avaloir est remboursé, on commence à toucher des droits. Mais comme, je vous dis, la durée de vie d'un album est très courte, souvent on n'a pas le temps d'arriver à dépasser l'avaloir. J'ai des livres qui tournent toujours, mais qui sont plus beaucoup vendus. Et donc, chaque année, on rembourse un petit peu plus l'avaloir, mais on n'a pas encore atteint le montant de l'avaloir. Donc là, pour l'instant, c'est toujours l'éditeur qui est dans le mal. On va dire, qui est dans le mal. Qui continue d'espérer de vendre pour rembourser ce qu'il m'a payé, lui. En gros. Mais moi, je touche rien de plus. Des livres, je vous dis une bêtise, une bêtise non, mais il y a un album, je sais pas, de souvenir, il y a un album, j'avais eu 1600 € d'avaloir. Alors c'était pour... Oh je sais plus, je me rappelle même plus quel livre a vu quel avaloir. Mais si je prends par exemple... Voilà, si je prends ces deux livres-là, qui sont encore en circulation et qui continuent de se vendre, on a le cas de 1000 vaches, qui a été édité, c'était en 2015 ou 2014, je sais plus. Pas du tout, 2017. Voilà, je croyais que c'était plus vieux que ça. Donc ce livre-là, il continue de se vendre et ça a remboursé l'avaloir et je touche des droits. En plus, il a été adapté dans plein de pays. Donc, ce livre-là, il a été adapté dans plein de pays, donc en France déjà. On a une version, ça doit être la version turque, si je ne m'abuse. Oui. On a la version turque. On a la version polonaise. Non, Pologne, ça devait être celui-là. Pologne, c'est ça. Et ça, c'est... ouais. Donc, on a la version chinoise, la version coréenne. Et ça, c'est la version... je ne l'ai pas passé déjà. Tic-tac, non, ça, je ne l'ai pas passé. Donc, vous voyez, il a été décliné dans plein de pays. Et celui-là, c'est la version belge, mais belge flamande. Voilà, donc celui-là, je continue de toucher des droits parce que non seulement j'ai les droits français, mais j'ai aussi les droits de tous ces pays-là qui tombent. Donc forcément, lui, il continue de vivre et de bien vivre. Donc lui, même après presque 10 ans, je continue de toucher des droits. Par contre, si on prend celui-là, l'avaloir est à peu près équivalent, mais c'est une petite maison qui est beaucoup moins diffusée, et là, l'avaloir n'est toujours pas remboursé. Voilà. Donc, voilà, tout dépend de la diffusion des livres et du travail que l'éditeur fait derrière, et aussi de la maison d'édition. Enfin, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu qui font que parfois on touchera des droits d'auteur, parfois non. Enfin, droits d'auteur en plus de l'avaloir remboursé.
Les droits d'auteur, on en touche tout le temps. De toute façon, dès que notre travail est exploité, les droits d'auteur, on en touche. Mais soit en versement fixe au début, qui est d'ailleurs que nous, on ne devra pas rembourser si jamais le livre ne se vend pas. C'est une somme acquise, donc c'est une garantie pour nous. Alors que les droits d'auteur, en pourcentage, sur chaque vente, forcément, ça dépend des ventes. Voilà, je sais pas si j'étais bien claire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc elle me dit, je pensais peut-être bêtement que les droits tombaient chaque année, mais non, c'était pas bête du tout, c'est ça tombe chaque année. C'est juste que je me suis peut-être mal exprimée, mais t'avais très bien compris. Pour chaque livre sorti, chaque année, on a nos droits d'auteur. Voilà. Et après, il y a d'autres livres qui sont, eux, payés en... Et ça, c'était par exemple le cas pour le tout premier livre que j'ai fait. C'était un roman, illustré un roman. C'était mon tout premier contrat, et là, j'avais été payée au forfait. Là, c'est encore différent. Quand on est payé au forfait, il n'y a même pas de notion de droit d'auteur, c'est une somme fixe, point barre. Il n'y aura pas de droit d'auteur derrière, il y aura... Voilà. Et ça se fait souvent pour les couvertures de romans, où là... Dans mon cas, un roman illustré où j'avais très peu d'illustrations, c'était une mini maison d'édition, donc payée vraiment au lance-pierre, et qui a été fixe dès le départ, que j'ai acquis dès le départ, et ensuite, même si le roman ne se vendait pas, c'était pas mon problème, moi j'avais travaillé dessus, touché mon forfait, voilà, en gros. Et sans indiscrétion, est-ce que ça te permet de te faire vivre? J'ai cru comprendre que le pourcentage n'était pas très élevé. Bon je vous l'ai dit, le pourcentage est hyper faible. Et non, moi, pour le nombre de livres, même si j'en faisais 3-4 par an, à la belle époque, non, j'étais très loin dans le vivre. Parce que moi, les avaloirs que j'ai eus, le meilleur que j'ai eu, je crois que c'était pour... peut-être bien pour 1000 vaches, possible. C'est possible, je sais plus trop. Mais ça va je dis, mes premiers contrats, c'était 300 € par exemple à valoir, et même la vente des albums n'a jamais remboursé cet avaloir. Donc c'est pour vous dire les faibles ventes que c'était vraiment des mini-maisons qui... je sais pas comment elles s'y prenaient pour diffuser les livres, mais enfin en tout cas c'était une catastrophe. J'en ai même une fois, j'ai eu deux livres chez elles. Et on commençait à s'agacer un peu parce que les ventes étaient nulles, quoi. Et que, on lui a dit, il y a un problème quand même. Et quand les gens voulaient se les fournir, les librairies, c'était pas possible, à chaque fois il y avait un problème. Donc on lui a dit, quand même, l'idée c'est que ça se vende, quoi. Et elle nous avait répondu très clairement que elle, son but, sa maison d'édition, n'avait pas du tout un but commercial, l'idée c'était de faire des beaux livres. Alors là, moi je lui ai répondu que non, moi j'ai une entreprise à faire tourner, que je dessine pas juste pour faire joli, que l'idée c'est aussi de gagner ma vie. Donc on a demandé à récupérer les droits sur les livres qu'elle n'avait pas l'intention d'exploiter plus que ça. Et donc on a récupéré nos droits. Et la maison a coulé. Voilà. Moi, 10 ans après, je suis toujours là. Donc, voilà comment ça marche. L'édition, c'est un peu pour ça que j'ai levé le pied. Alors il y en a qui en vivent, hein. Ça arrive, il y a des illustrateurs qui en vivent, qui ont plein de contrats, des contrats bien payés dans des grosses maisons. Mais moi, les portes de ces grosses maisons, j'ai jamais réussi à les passer. Je pense que... Alors, soit mon travail n'est pas assez qualitatif, soit... Et en plus, je pense que... Il y a 10 ans, les éditeurs étaient... En tout cas, les éditeurs avec lesquels j'ai bossé étaient beaucoup en recherche de collage, de matière, de choses comme ça. Et le numérique... était là, mais c'était pas la majorité du boulot. Là, maintenant, on est vachement plus dans le numérique, ou le numérique qui imite le tradi, quoi. Mais tout ce qui est collage, vraiment, effet de matière, tout ça, j'ai pas vraiment ma place, quoi. Alors c'est vrai que je me suis mise au numérique, que je fais beaucoup moins de collage, mais en tout cas mon book d'illustration, il est basé sur ce que je faisais il y a 10 ans. Je l'ai jamais étoffé depuis, parce que j'ai jamais rien fait depuis, et que j'ai pas pris le temps de créer des illustrations juste pour mon book. Donc c'est un truc qui est en stand-by depuis, ça va faire 5 ans que j'ai pas du tout signé de contrat d'édition jeunesse, et pour être honnête, ça me manque pas plus que ça. Parce que si je fais le bilan de tous les contrats que j'ai faits en jeunesse, il y en a certains avec qui ça s'est
hyper bien passé. Bah, par exemple, ces deux-là, c'est marrant parce que c'est les deux exemples de contrat parfait. Avec ces deux maisons-là, zéro prise de tête, j'avais carte blanche. Et c'était cool. C'était en plus les deux qui m'ont le plus payé, je crois bien. Et c'était fluide, et c'était réactif, et ça se passait super bien. Et il y avait une confiance mutuelle qui s'était un peu installée, quoi. J'ai pas eu de demande de modif sur chaque planche une fois que tout était fait. Voilà. Non, tout était cool. Alors qu'il y a d'autres contrats pour lesquels j'étais mal payée, et les éditrices pour le coup, parce que c'est souvent les éditrices qui étaient un peu pète couilles, pour parler poliment, il y en a avec qui j'ai pas envie de rebosser. Bon, déjà parce que soit elles ont fermé, voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, je pense. Soit elles ont fermé parce que leur livre ne se vendait pas, ou alors elles ne se donnaient pas les moyens de le faire, ou alors elles ont une gestion catastrophique du truc. Et donc ces maisons-là, soit elles ont fermé, je risque pas de rebosser avec, soit j'ai aucune envie de rebosser avec. Voilà, il y en a certaines, elles pourraient doubler le prix, je rebosserai pas avec, parce que c'était pas agréable comme contrat, et je me sentais ficelée, et je me sentais hyper contrainte, et trop dirigée, quoi. Vraiment une exécutante qui a pas vraiment le droit d'avoir ses idées. Et bon, si on embauche un illustrateur, c'est pas que pour son coup de crayon, c'est aussi un petit peu pour c'est sa vision de l'histoire, quoi. Donc ça me manque, mais oui et non, quoi. Voilà, ça me manque de travailler avec eux, par exemple. Eux, si demain ils me contactent, je vous lance des signaux de fumée. Si jamais ils me contactent pour bosser avec eux, je dis oui tout de suite. J'hésite même pas, parce que je sais que ça se passera très bien. Voilà. Je crois qu'on arrive au bout, hein. Et bah ouais, on est arrivé au bout. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à les poser en commentaire ou n'importe où. Et puis moi je les prends et j'y réponds en vlog après. J'insère ça dans un vlog. Voilà, bon j'ai pas été hyper efficace parce que j'ai pas arrêté de m'arrêter, donc en 1 heure j'ai dessiné qu'une paire. Mais c'est bien parce que ça vous fait vous rendre compte à quel point c'est long, à quel point vraiment, je pense qu'on s'en rend pas compte. Quand on voit mes petites boucles là, hop. Je sais pas si certains s'imaginent qu'elles sont imprimées ou que sais-je. Mais non, c'est pas imprimé, c'est dessiné à la main. C'est pour ça que chaque boucle est unique et que vous aurez jamais la même que votre copine ou votre voisine. Voilà, j'espère que cette petite grosse FAQ vous aura plu. Et merci d'avoir pris 55 minutes de votre temps pour m'écouter et vous répondre. Merci pour vos questions. Et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Bisous.